Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro TV. On revient dans un instant avec l'ancienne ministre Noëlle Lenoir sur la situation dramatique de Boualem-Sansal. 10 ans de prison requis contre l'écrivain, autant dire une condamnation à mort, clament ses soutiens. Faut-il, à l'inverse, commencer à espérer peut-être une issue, comme semble suggérer le président de la République? On va poser la question à l'ancienne ministre et présidente du comité de soutien à l'écrivain. Nous irons aussi à Chablis, où les viticulteurs retiennent leur souffle dans le jeu de poker menteur, dans la guerre commerciale qui oppose Bruxelles à Washington. Timothée Delem est aux côtés d'un négociant sur place. Et puis, dans l'enfer de la vie d'un élu ou d'une élue locale, c'est en tout cas ce qu'a vécu Camille Pouponneau, élue triomphalement en 2020 à la tête d'une commune de la banlieue de Toulouse. Elle jette l'éponge en 2024. Trop de pression, trop d'impuissance, trop d'absurdité dans cette émission. Son récit, son témoignage, son point de vue. Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour Vincent, merci de m'inviter. Merci à vous d'être présente ici sur ce plateau pour évoquer bien évidemment le sort de Boualem-Sansal et nous essayer d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui vient de se produire ces dernières heures. On a l'impression de vivre un peu une accélération. D'abord, nous avons appris la réquisition et le réquisitoire d'un procureur à Alger qui réclame 10 ans de prison pour Boualem-Sansal. Et ce jeudi soir, pour la première fois, Emmanuel Macron a pris la parole sur le sujet. Je vous propose de l'écouter. Plusieurs messages ont été échangés et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi pour l'Algérie. Monsieur le Président. Comment vous interprétez la prise de parole d'Emmanuel Macron et comment avez-vous réagi en l'entendant ? Alors évidemment, c'est un discours qui se veut tout à fait apaisant et on peut s'attendre effectivement, après une condamnation qui ne sera pas symbolique. Donc on attend le 27 mars pour savoir si le tribunal suivra ou non les réquisitions. Peut-être va-t-il atténuer la peine, mais en tous les cas, c'est vrai que le président de la République annonce deux choses. La première, c'est que les relations, y compris téléphoniques, qui étaient totalement interrompues, ont dû reprendre. Et d'autre part, effectivement, il pourrait y avoir un geste, puisqu'il a parlé d'humanitaire, donc il met de côté volontairement l'aspect des relations diplomatiques qui, il faut le dire, sont quand même très sensiblement dégradées. Donc il y a un vrai espoir, mais avec l'Algérie, on n'avait déjà pas anticipé ce procès si vite. C'est ce que j'allais vous dire, il y a un vrai espoir, mais c'est un retournement dans la journée, parce que hier, à la même heure, on venait d'apprendre que un procureur avait réclamé 10 ans de prison à l'encontre de Boualem-Sansal. Et je vous ai entendu vous exprimer ces dernières heures. En réalité, on ne savait pas qu'il y avait une audience. Est-ce que les autorités françaises même savaient qu'il y avait une audience ? Alors, je ne me prononce pas pour le président de la République, mais je peux témoigner que au comité de soutien, qui connaît quand même, y compris la famille de Boualem, mais également des gens en Algérie, personne n'était au courant. Personne, absolument personne. Nous sommes 1500 membres, dont des Algériens et dont des personnes qui connaissent des Algériens. Donc personne n'était au courant. Et je crois savoir que l'avocat français de Boualem n'était pas plus au courant Maître François Imray. Donc en fait, c'est quand même le contraire de la justice, dont le principe est la publicité des débats judiciaires. Faire ça en catimini, c'est quand même pas bien. Que sait-on de cette audience ? Alors, on ne sait que ce qui est paru dans la presse algérienne. En particulier dans les Chourouks, qui est le quotidien arabophone. Voilà. Donc moi, je trouve que, évidemment, on est pour l'apaisement. Mais je crois que le gouvernement algérien a tout faux. C'est-à-dire qu'il a fait ce procès un peu en catimini, et puis ensuite, il publie ce qu'il veut. Alors, on nous dit que Boualem
et nous le prenons positivement, est en bonne santé, s'est même fait couper les cheveux, et on nous dit que le procès était tellement simple que ça a duré une demi-heure. C'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'un prévenu ou un accusé, alors accusé d'un crime, il est devenu prévenu, accusé d'un délit, a le droit de demander à ce que des témoins témoigne en sa faveur. Est-ce qu'on lui a proposé? Il aurait indiqué qu'il voulait se défendre seul, sans doute. Mais qu'a fait son avocat commis d'office? Et quelles sont les motivations des réquisitions du procureur qui demande que le tribunal le condamne à 10 ans? Ça, on ne le sait rien. Donc je crois que les principes judiciaires classiques ne sont pas totalement respectés. En tout cas, il paraît établi qu'il y a eu une audience. Il y a eu une audience et il y a eu des réquisitions du parquet. Le procès, je cite, s'est déroulé ce jeudi dans des conditions ordinaires sans disposition particulière, selon le journal arabophone Eshorouk, et qui effectivement est le premier à avoir annoncé que, en tous les cas, d'après ce qu'il dit, Boualem Sansal aurait préféré assurer lui-même sa défense sans recourir à un avocat. Alors ce que l'on sait, c'est que comme on lui a demandé de se passer d'un avocat français parce que juif, qui n'a jamais obtenu son visa pour le visiter, il aurait déconstitué ses avocats algériens en leur disant mais dans ces conditions je ne veux personne. Et je pense que c'est un acte un peu d'héroïsme de sa part. C'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Il a 80 ans, il est âgé, il a refusé de se plier aux oukases, il n'a pas avoué parce que c'est quand même un procès soviétique. Quand vous regardez les charges, on apprend tous les jours des charges. Alors il était accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que les charges ont varié en fait. Les charges ont totalement varié, et maintenant c'est atteinte à l'économie nationale. Alors là, je vois vraiment pas. Et on voudrait connaître les motivations. Alors, est-ce que cette variation de charges et certaines de ces charges qui paraissent quand même bien loin de ce que jusqu'à présent on lui reprochait, on peut lui rappeler ce qu'on lui reprochait. On lui reprochait d'avoir déclaré que aux médias Frontières que toute une partie de l'Algérie, une partie ouest de l'Algérie, était en réalité marocaine, et ce qui, selon en tout cas les poursuites qui ont été faites dans un premier temps, portait atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Si il y a variation de charge, est-ce ce signe-là qui vous permet de penser que le dossier est en train d'évoluer et pourrait finalement se dénouer peut-être positivement pour Boualem Sansal? Il y a quand même une lueur d'espoir. Alors je voudrais faire une petite parenthèse sur l'atteinte à l'intégrité territoriale. Il n'a absolument pas porté atteinte à l'intégrité territoriale. Il a fait des déclarations sur une période historique où, pendant la colonisation, la France aurait un petit peu repoussé les frontières de l'Algérie, qui auparavant était un territoire marocain. Dans un procès normal, puisque le bâtonnier s'est exprimé dans la presse algérienne en disant que c'était un procès normal, totalement banal, dans un procès normal, je pense que l'avocat aurait proposé une expertise historique pour voir si ses propos correspondent à la réalité historique. Donc, de ce point de vue-là, déjà, ça n'est pas un procès normal. Sur la volonté d'apaisement, je la crois réelle. Parce qu'en réalité, c'est un faux pas du pouvoir algérien. Et le président Tebboune, ce qui est compréhensible, il est président de la République algérienne, donc il a quand même un électorat, et il souhaite garder la face. Alors, condamner Boualem et ensuite le gracier, ça peut être une voie, et j'ai cru entendre que ça pouvait l'être effectivement dans les propos du président de la République. En tous les cas, on croise les doigts, ou pour certains on prie le ciel que ce soit exact. Avant qu'on apprenne la tenue de cette audience, l'écrivain algérien Kamel Daoud était l'invité des rencontres du Figaro qui se tiennent à peu près chaque mois, salle Gaveau à Paris. Et Vincent Trémollet-de-Villers, qui animait cette conférence, lui a notamment posé la question sur son interprétation de l'arrestation de Boualem Sansal. Et voici sa réponse. D'abord, le message, il est pour les Algériens. C'est-à-dire, on peut vous traquer, vous emprisonner. Et vous n'avez pas à écrire, ni à rêver de liberté par l'écriture. Ce message-là, il est pour les écrivains futurs. Un écrivain algérien, c'est un écrivain qui est né en Algérie et qui vivra en France. Ça, c'est la biographie la plus courte. Deuxième message, c'est le message aux Français. On va vous atteindre dans ce que vous avez de plus noble,
la littérature, les éditeurs, les lecteurs, les libraires, les romanciers et les écrivains. On va vous toucher là, au cœur de votre prestige international. Le troisième message, c'est un message aux gens qui ont fui ici. C'est-à-dire que la France ne peut... Regardez, la France ne peut même pas protéger Kamel Daoud en France, à Paris, et elle ne peut rien pour Boualem Sansal en Algérie. C'est un message de terreur. Et c'est un message aussi pour la France, pour dire, voici le miroir de vos impuissances. Vous ne pouvez rien. Vous n'avez aucun moyen d'agir pour sauver là-bas. Vous avez eu des mots un peu durs, il m'a semblé vous entendre, en tous les cas sur une autre antenne, à l'égard du bâtonnier d'Alger et des avocats algériens. Mais n'est-ce pas compréhensible quand on vient d'entendre, en tout cas que l'attitude que vous leur reprochez, vous allez peut-être nous en reparler, est compréhensible au regard de ce qu'on vient d'entendre, de ce que dit Kamel Daoud? Alors d'abord, je voudrais dire que j'admire beaucoup Kamel Daoud, parce que il est un des rares écrivains algériens en France à tenir tête, et on ne peut pas dire que l'Académie française ait le même héroïsme et la même compassion, je dirais, pour un camarade de plume. Donc je le salue, et je confirme que je pense au jeune dessinateur Gilas Ainouche, qui est condamné à 30 ans de prison pour des dessins, pour des caricatures. Même au 19e siècle, du temps de Daumier, d'Honoré Daumier, on était condamné à 3 jours de prison pour des caricatures abominables et d'une violence anti-royaliste extrême. Donc là, je crois qu'on est complètement dans un autre monde. Alors, le bâtonnier, vous faites bien d'en parler. Le bâtonnier a écrit un article au soutien de cet article. Alors, que dit-il au soutien de ce procès? Alors, d'abord, il dit que c'est un procès normal. Il est en train de dire que le bâtonnier d'Alger soutient le procès contre Boualem Sansal. Bien sûr. De toute façon, vous n'avez pas un organe de presse aujourd'hui en Algérie qui ne soit pas la voix du gouvernement et du pouvoir algérien. Et ce bâtonnier prend parti en ayant l'air de dire qu'il ne prend pas parti. Alors il dit plusieurs choses. Il dit d'abord, c'est un procès normal. Il ne comprend pas pourquoi c'est hyper médiatisé. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est un écrivain qui est célèbre dans le monde entier, qui devrait être une gloire, qui est une gloire nationale ou une gloire française, puisqu'il est francophone. Et il trouve que c'est absolument normal d'embastiller un écrivain pour ce qu'il écrit, sous le chapitre du terrorisme. Parce que je rappelle que l'article 87 bis du Code pénal algérien, réformé par M. Tebboune, c'est un article sur les terroristes. Ce sont des actes terroristes et subversifs. Donc il y a quand même très longtemps que les romans ne sont pas qualifiés d'actes terroristes. Donc il dit que c'est un procès normal. Et deuxièmement, ce qui est absolument hallucinant, il dit que la procédure a été parfaite, tout en disant qu'il ne connaît pas le procès, puisqu'il n'est pas l'avocat de Boualem, et donc il n'a pas connaissance. Mais il trouve ça formidable. Et surtout, il dit qu'il y a un geste d'apaisement, puisqu'il était accusé d'un crime, et qu'on a requalifié en délit, pour ajouter, et je termine là, que ça tombe bien, puisque pour les délits, on n'a pas besoin d'un avocat au regard de la procédure pénale algérienne. Donc je trouve que c'est un discours qui est étrange, mais qui est peut-être annonciateur, effectivement, d'un apaisement auquel je crois, ou en tous les cas, je veux croire. Boualem Sansal a-t-il des soutiens en Algérie? Bien sûr. Mais ces soutiens en Algérie sont terrifiés, sont terrorisés. Et donc on n'a pas contact avec eux, parce qu'on sait très bien qu'ils sont écoutés. C'est un régime de terreur, comme l'a dit Kamel Daoud, un régime de grande terreur, y compris pour les soutiens algériens en France de Boualem. En France, un homme connaît bien Boualem Sansal et le présente comme étant son ami, c'est Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pensez, comme lui reproche les Insoumis, en particulier David Guiraud, que les prises de position de Bruno Retailleau peuvent remettre en cause le sort, et en tous les cas peuvent aggraver le sort de Boualem Sansal? Alors d'abord, on découvre à travers ces déclarations d'une solennité absolument ridicule de M. Guiraud que LFI s'intéresse au sort de Boualem. C'est curieux parce qu'ils ont voté contre sa libération au Parlement européen, et soit ils ont voté contre, soit ils se sont abstenus à l'Assemblée nationale française. Donc je découvre que finalement il s'intéresse au sort de Boualem. Mais surtout, je voudrais saluer ce qu'a fait Bruno Retailleau. Sans les pressions et sans la popularité que ces pressions ont
dans l'opinion publique. Et je voudrais saluer aussi les membres du comité de soutien qui appuient cette politique-là. On n'en serait pas à cette phase que j'espère d'apaisement. Justement, on va en tout cas voir ce que pensent les Français de l'action de Bruno Retailleau dans ce bras de fer vis-à-vis de l'Algérie, puisque c'était l'objet d'un sondage réalisé pour Le Figaro par l'Institut Odoxa et Backbone Consulting. 67% des Français disent qu'ils soutiennent le ministre de l'Intérieur. Le commentaire justement d'Alban Saint-Joigny de Backbone Consulting. Alors on constate que dans le soutien du bras de fer entre Bruno Retailleau et l'Algérie, il y a un large consensus politique. Cela va de Renaissance, LR, jusqu'aux écologistes, en passant par le PS, qui soutiennent justement ce bras de fer. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils le soutiennent, considérant les écologistes. Il y a la dimension en fait humaniste qui rentre en compte, où les droits de l'homme interviennent énormément dans cette crise. On pense évidemment à l'arrestation de Boualem Sansal, qui agite la sphère politique et qui, dans ce fait qui peut paraître microscopique à l'échelle des tensions géopolitiques entre les deux pays, vient cristalliser les opinions, quelles qu'ils soient. Alors ce qui est intéressant également quand même dans le sondage Lenoir, c'est que une majorité, une écrasante majorité soutient le ministre de l'Intérieur. Par contre, une majorité doute de l'efficacité de cette position pour faire évoluer l'Algérie. Alors, l'efficacité de cette position, on ne la voit pas apparaître, mais quand même, les déclarations du président de la République montrent que ça devient un sujet gênant pour l'Algérie, puisque le bâtonnier dont on parlait à l'instant regrette l'hypermédiatisation. Donc concernant Boualem Sansal. Je pense quand même que c'est efficace. Pour Boualem Sansal, en tous les cas. Absolument. Et c'est d'autant plus efficace que si vous lisez la presse algérienne, ce que je fais depuis peu, pour des raisons que vous savez, en réalité, leur tête de turc, c'est essentiellement Bruno Retailleau. En second, le Premier ministre, François Bayrou, qui a décidé quand même d'appuyer son ministre de l'Intérieur, et puis aussi le président de la République qui est traité de sioniste, puisque c'est leur obsession en quelque sorte, et tout le monde est sioniste, qui n'est pas pour le pouvoir algérien. Et donc, je pense que quand même, il y a un malaise en Algérie, parce que M. Tebboune, qui est un président qui n'a pas été très bien élu, il a besoin de légitimité, et je crois que ce malaise était extrêmement productif. Et puis je donne un deuxième élément, c'est que les Français ne veulent pas être humiliés. La France est un grand pays, la France est fière. Que vous ont répondu les autorités françaises à l'idée de faire de Boualem Sansal un ministre de la francophonie? C'est en tous les cas le sens de la tribune qui est publiée dans l'édition de jeudi du Figaro, signée notamment par le maire de Cannes, David Lisnard, ou Arnaud Benedetti, qui est quand même le grand maître d'œuvre de ce comité de soutien à Boualem Sansal et de cette mobilisation en faveur de l'écrivain algérien. Écoutez, je ne pense pas que ça aura un grand écho. Comme vous le savez, la nomination d'un ministre, c'est une proposition du Premier ministre. Enfin, c'est le président qui Pourquoi vous pensez que ça n'aurait pas un grand écho? Parce que moi, un amendement des Républicains avait proposé qu'il soit ambassadeur dans le cadre des débats en commission des affaires étrangères de la résolution de Madame Le Grip. Donc Gabriel Attal, le groupe macroniste, Ensemble pour la République. Cet amendement, je l'avais un petit peu étoffé en disant que ambassadeur thématique pour la francophonie, ça ne posait pas des problèmes de souveraineté par rapport à l'Algérie. Et à la demande de la rapporteuse, bien finalement, les Républicains l'ont retiré. Donc même ambassadeur. Quel est l'argument qui a été justement utilisé pour ne pas voter cet amendement? Alors, il y a un argument juridique qui a été utilisé, qui est un peu compliqué pour vos téléspectateurs ou auditeurs, puisque c'est... Effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Non, c'est un argument juridique que je n'ai pas compris sur une convention internationale sur les relations consulaires. J'ai absolument pas compris, puisque j'ai regardé le texte et j'ai rien compris. Il vous a pas convaincu cet argument? Non. Voilà. Donc la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Justement, il est peut-être soulevé par Alban Saint-Joigny, c'est peut-être l'absence de soutien en France, en tout cas le manque de soutien en France à l'égard de Boualem Sansal. Je vous propose de l'écouter justement sur le retentissement qu'a eu l'annonce hier de la réquisition des 10 ans de prison.
Sur l'affaire Boualem-Sansal, qui a donc eu lieu depuis le 16 novembre dernier, on constate un immense volume de messages. Il y a 1,3 million de messages depuis le 16 novembre, avec plusieurs pics clés tout au long de cette crise et de cette affaire. Depuis l'annonce hier de la peine de 10 ans de prison ferme requise contre lui par le procureur d'Alger, on constate une remontée des messages, à peu près de 33 000 messages, ce qui est un volume de messages, on va dire, modéré par rapport aux différents pics que l'on a pu observer. Un pic modéré, ça veut dire que quand même, on a du mal à mobiliser en faveur de Boualem-Sansal. Moi, je vais vous dire, j'ai le sentiment contraire. D'abord, on a beaucoup d'autres sujets. On a la Russie, on a l'Europe, on a le conflit israélo-arabe. Il y a beaucoup de sujets politiques en ce moment, et Boualem-Sansal n'est pas un écrivain qui est populaire, hein, c'est pas Guy Descartes, c'est quand même un écrivain qui est très connu, surtout des intellectuels. Je trouve qu'il y a une énorme mobilisation des élus. Nous sommes invités partout. Nous avons été, pas moi, mais Arnaud Benedetti que vous avez cité, et Jean-Michel Blanquer, et Stéphane Rosès, et Xavier Driancourt. On a été à Nice, ils sont allés à Strasbourg. Là, moi, je vais à Saint-Raphaël ce week-end, puis ensuite le 2 avril à Marseille. Il y a une demande des élus. Alors, c'est plutôt des enseignants, sont plutôt ce public-là, c'est vrai, parce que ça n'est pas une littérature populaire au sens accessible à tout le monde. Mais c'est une littérature qu'on recommande. Mais c'est une littérature qu'on recommande. Il y a une autre mobilisation, en tous les cas, hein, qui est prévue. Alors, merci de me poser la question. Non, mais apparemment, j'ai vu qu'il y avait une mobilisation qui était prévue mardi prochain. Alors, le 25 mars, aux portes de l'Assemblée, parce que nous souhaitons que le débat à l'Assemblée nationale, qui est prévu sur le sujet de la libération de Boualem-Sansal, se tienne. Il y a un débat qui est prévu à l'Assemblée. Il y a un débat qui n'est pas programmé, mais qui devrait être prévu sur la base de l'adoption par la Commission des Affaires étrangères d'une résolution pour libérer Boualem-Sansal et qui devrait passer en séance publique. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le bureau de l'Assemblée nationale, c'est Nouveau Front Populaire, et vous n'êtes peut-être pas sans savoir... Il y a des réticences au sein du NFP. Voilà. Mais ce sera une grande manif, et j'appelle tout le monde à venir près de l'Assemblée nationale à 17h, en présence de Yaël Braun-Pivet et d'autres présidente de l'Assemblée nationale. Emmanuel Valls, je crois, viendra également. À 17h, donc mardi prochain, 27 mars. Merci beaucoup, Noël Lenoir, en tous les cas, d'être venu nous parler, nous commenter ces derniers développements, et bien évidemment on continuera de les suivre, notamment cette mobilisation mardi prochain. On va s'intéresser maintenant à une autre question. Elle concerne les viticulteurs et les producteurs de vins et spiritueux français. On va aller à Chablis retrouver Timothée Delem. Bonjour Timothée, nous étions avec un négociant de Chassagne-Montrachet la semaine dernière, et vous êtes un peu plus au nord aujourd'hui à Chablis. Ce jeudi, l'Union européenne a décidé de reporter de 15 jours la publication de la liste des produits qu'elle comptait surtaxer, les produits américains. Et pour les viticulteurs, c'est important parce que de cette liste dépend la réaction américaine, dépend la menace de taxer ou de surtaxer les vins et spiritueux français. Exactement, Vincent. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Effectivement, ici c'est très important. On est à Chablis, on est à la coopérative La Chablisienne. C'est l'un des plus gros exportateurs, l'un des plus gros producteurs en tout cas de ce prestigieux vin blanc de Bourgogne, le Chablis, que vous connaissez peut-être. Je suis avec Damien Leclerc, le directeur général de la coopérative de La Chablisienne. Bonjour, merci d'être avec nous, merci de nous accueillir ici. On est au plus près de vos cuves, ces grandes cuves en inox. C'est ici qu'est vinifié votre fameux vin, ce Chablis. Vous êtes l'un des plus gros producteurs, mais vous êtes néanmoins concerné, inquiet par cette menace de taxe brandie par Donald Trump. Alors, Vincent Roux l'a rappelé, l'Union européenne hier a temporisé, elle a affirmé qu'elle allait reporter jusqu'à la mi-avril les menaces de taxes, notamment sur le whisky américain. C'est pour cela que Donald Trump avait répondu en menaçant de brandir une taxe de 200% sur les vins et spiritueux français. Ça vous soulage que l'Union européenne ait décidé finalement de prendre le temps peut-être de négocier davantage avec les États-Unis pour éviter cette taxe de 200% sur les vins et sur les spiritueux français?
En effet, c'est une bonne nouvelle de voir que l'Europe réagit et prend peut-être enfin en compte les spécificités de la France et notamment l'importance de nos filières en termes de commerce extérieur. Et donc de ce point de vue-là, oui, c'est plutôt rassurant. En revanche, il aurait peut-être été préférable d'anticiper et d'éviter ce point de crispation spécifiquement lié aux échanges commerciaux entre les spiritueux américains et les vins, champagne et spiritueux français. Il va y avoir maintenant une séance de négociation, c'est en tout cas ce que souhaite Bruxelles avec les États-Unis pour essayer d'éviter que ces taxes soient mises en place d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Vous espérez, vous encore, aujourd'hui, éviter cette taxe de 200% encore une fois sur les vins et spiritueux européens, mais du coup forcément français. On sait que c'est une économie très importante pour notre pays. Très clairement, une taxation de 200%, ça confirmerait un arrêt en fait des échanges commerciaux entre la France et les États-Unis, puisque la conséquence directe, ce serait des prix de vente aux consommateurs aux États-Unis totalement démesurés. Donc oui, bien sûr, nous espérons que cette discussion ait lieu de façon apaisée et cohérente, mais est-ce que la sagesse est le mot-clé de la période et de l'époque, puisque chaque jour, nous assistons à un déferlement de nouvelles diverses et variées qui malheureusement nous laisse penser qu'aujourd'hui, le président américain souhaite en découdre avec l'Europe, avec une partie du monde et avec une politique économique qui est pour le moins très surprenante. On est dans cette cuverie, cette grande cuverie, vous les voyez, ces dizaines de grandes cuves en inox, 12 mètres de haut, je crois qu'elles font. C'est ici que, effectivement, vous vinifiez, vous produisez votre vin, votre chablis. Concrètement, ici, il y a du vin qui est censé être finalement exporté vers les États-Unis. Il se peut que ça ne soit jamais le cas finalement. En effet, donc nous sommes ici dans la cuverie de vinification principale où ont été vinifiés les vins du millésime 2024 et une partie de ces vins effectivement est destinée au marché américain. C'est un marché important pour nous, c'est aussi un levier de croissance. Il est vrai que nous n'étions peut-être pas assez présents aux États-Unis et nous avons déployé des efforts commerciaux importants pour pouvoir effectivement être plus présents. Et donc effectivement, compte tenu de ces décisions politiques malheureuses, si effectivement une telle taxation était mise en place, ça signifierait de façon très concrète qu'une partie de ces vins devrait à ce moment-là être redistribuée sur d'autres marchés. Parce que ça veut dire très concrètement parlant que vous ne pourriez plus vendre de vin aux États-Unis. En tout cas, d'un point de vue technique, ce sera toujours possible, mais compte tenu de l'évolution des prix de vente consécutifs à cette augmentation de taxes, la réalité pour le consommateur sera qu'à mon avis, les consommateurs se détourneront de nos produits inévitablement. La coopérative de la Chablisienne, c'est, je crois, 5 millions de bouteilles de vin commercialisées chaque année. Vous me corrigez si je me trompe. En tout cas, quelle est la part qui est consacrée aux exportations aux États-Unis ? Alors en fait, en totalité, nous commercialisons chaque année 8 millions de bouteilles, mais effectivement 5 millions sont destinés à l'international. Et donc effectivement, le marché américain fait partie de nos 10 destinations principales. Alors fort heureusement, dans le contexte actuel, ça n'est pas notre première destination. En revanche, c'est aujourd'hui notre premier relais de croissance, puisque comme finalement nous n'étions pas assez présents, il existait pour nous en tout cas des capacités de progression assez significatives. En revanche, le marché américain reste en 6e ou 7e position pour la Chablisienne, donc c'est tout de même un marché significatif. Marché significatif, est-ce que vous avez pu déjà, j'imagine que vous vous préparez malgré tout, si jamais cette taxe devait être mise en œuvre, est-ce que vous avez chiffré le manque à gagner que ça pourrait représenter pour vous ? Alors c'est difficile de le chiffrer très précisément, puisque comme nous tous aujourd'hui, nous ne sommes pas encore certains du montant de taxe qui va être appliqué. Est-ce qu'elle aura lieu ? Est-ce que ce sera 20%, 30% ou 25%, comme ça a été le cas lors du précédent mandat du président américain ? Si c'est 200%, il est très clair qu'à mon avis, le commerce s'arrêtera intégralement et qu'il nous faudra effectivement trouver des relais de croissance. Maintenant, à l'échelle du monde, il est très important pour nous, en tout cas, de poursuivre cette stratégie de diversification. Nous serons présents au mois de mai lors du salon Vinexpo Asie-Pacifique à Singapour. Et la zone Asie-Pacifique est une destination très importante. Et puis, il y a aussi des discussions en cours avec le Mercosur. Et donc, dans ce cadre, là, pour le coup, des taxations un peu plus cohérentes et plus favorables pourraient nous permettre d'exporter un peu plus vers un pays comme le Brésil, qui est aussi une destination importante, pays au sein duquel, jusque-là, effectivement, nous étions limités, justement, par des problèmes de taxation. Ouais, on va en parler, effectivement, de ces leviers que vous avez pour essayer d'y faire face, si jamais ça devait
être mis en œuvre. Concrètement, pour bien comprendre, une bouteille de vin aujourd'hui, d'un vin un peu classique que vous vendez aux États-Unis, ça coûte combien et combien ça pourrait coûter si jamais la taxe de 200% devait arriver? Là, très clairement, on passerait sans doute de $35 à plus de $150 ou entre 100 et $150. Donc, on arriverait vraiment sur des segments de niche avec une chute vertigineuse des volumes commercialisés. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette politique mise en place par Donald Trump et ce rapport de force qui est en train de s'instaurer avec l'Union européenne et en particulier avec la France en ce qui concerne les vins et les spiritueux? Alors, d'un point de vue macro, plusieurs réflexions. La première, c'est qu'à mon sens, toutes les relations ne peuvent pas être basées sur le rapport de force. Nous sommes quand même aujourd'hui dans un monde complexe, très connecté, avec des niveaux de dépendance de part et d'autre de l'Atlantique. Et sincèrement, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de conséquences malheureuses et durables pour toutes les parties prenantes, y compris les Américains. Parce qu'effectivement, peut-être que nous exportons nos vins et spiritueux, mais par ailleurs, ils sont aussi fortement exportateurs de services. Et donc finalement, tout cela est très connecté et nous étions plutôt dans des relations apaisées entre alliés. Et in fine, on commence à percevoir ici ou là des indicateurs qui ne sont pas nécessairement très favorables. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les États-Unis, sur le plan militaire, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas sur le plan commercial, ce ne sont plus des alliés? En tout cas, on peut se poser la question, parce que si effectivement une taxation aussi élevée était mise en œuvre, ce serait clairement un arrêt soudain et dramatique pour nos productions et pour cette commercialisation. Bon, maintenant, il y a des bonnes nouvelles depuis hier. J'espère que la raison va l'emporter pour que nous puissions continuer à commercer et rester amis. Parce que on a aussi, dans nos métiers, on a la chance de travailler avec le monde entier. On a la chance de nouer des partenariats durables. Et on a la chance aussi, nous, de travailler avec des importateurs américains qui sont des gens remarquables, de qualité, ouverts, et qui ne sont pas forcément très satisfaits de cette situation. Et justement, est-ce que vous avez eu des échanges, j'imagine que oui, avec vos clients américains? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de tout ce qui se passe? Et est-ce qu'ils partagent eux aussi votre inquiétude? Parce que mécaniquement, ça a une incidence sur les prix et donc, là aussi, sur le coût qui va être le leur lorsqu'ils vont vouloir acheter votre vin. Effectivement, bien sûr, l'importation de vins français ou européens, c'est une partie importante de leurs activités. Et donc, ils ont beaucoup milité pour éviter cette augmentation de taxes. Ça, c'est le premier point, puisqu'ils ne voient pas ça d'un très bon œil. Et puis, encore une fois, ils sont plutôt à pondérer ou à modérer aujourd'hui en disant, écoutez, il est quand même possible et probable que la raison l'emporte et qu'on finisse finalement par retrouver quelque chose d'un peu plus cohérent. On va continuer de déambuler, Damien Leclerc, dans cette cuverie, la grande cuverie donc, ici, avec, je le disais, ces dizaines et dizaines de cuves en inox. C'est ici que le vin est donc produit. On va d'ailleurs se diriger vers l'Éché, là aussi où vous allez produire, vinifier les grands crus, les premiers crus. Et puis, je voudrais aussi qu'on parle de ce que vous disent également. Vous êtes une coopérative, donc vous travaillez avec, je crois, 250, vous me disiez tout à l'heure, 250 viticulteurs un peu partout dans le département, dans la région. Il y a un enjeu humain aussi. Qu'est-ce qui vous dit? Ils sont inquiets de la tournure qui est en train de prendre le dialogue avec les partenaires commerciaux, en tout cas avec les États-Unis? Oui, effectivement, l'inquiétude est perceptible. Le Chablisien, il faut comprendre que c'est un poumon économique important pour le département de l'Yonne, puisque malheureusement, ce sont des départements ou des secteurs qui sont plutôt en cours de perte de vitalité économique, même s'il y a du mieux ces derniers temps. Et donc effectivement, les conséquences directes et indirectes sont importantes pour l'ensemble de la population. Mais il y a des emplois qui sont menacés. Alors très court terme, je pense pas, parce qu'en fait, on a la chance aussi d'être présent dans de très nombreux pays et de ne pas être dans un niveau de dépendance absolue. Ça, je vais vous dire, on l'a appris aussi consécutivement à la crise de 2008, où à l'époque nous étions très engagés au Royaume-Uni. Et donc je pense que beaucoup d'opérateurs, beaucoup de vignerons, beaucoup de maisons de vin ont compris qu'il était urgent de diversifier les activités. Donc sans doute une perte d'activité si la taxation arrivait malheureusement, mais pour autant, j'espère en tout cas qu'il y aura des relais de croissance et de bonnes idées pour trouver de nouveaux marchés et faire que nous soyons résilients. Mais en revanche, à très court terme, oui, l'inquiétude, elle est palpable. Est-ce que vous avez déjà observé des conséquences suite à ces menaces de taxes? Est-ce que, par exemple, certains clients sont venus cette semaine, peut-être à la Chablisienne, vous dire « moi, je vais faire mes stocks parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver ».
Alors non, pas cette semaine, mais oui, très clairement, la plupart des opérateurs ont constitué un petit peu des stocks de précaution en fin d'année 2024, en disant nous ne savons pas dans quelle période de turbulence nous sommes en train de rentrer, ça c'est une évidence. En revanche, de façon effectivement très concrète, aujourd'hui, l'association des importateurs de vin américains ont passé un mot en disant qu'il n'est pas question de passer des commandes aujourd'hui. Attendons de voir quelle sera la taxation mise en œuvre et potentiellement de percevoir les conséquences qui pourraient advenir. Il y a des commandes aujourd'hui qui sont gelées, les commandes qui viennent des États-Unis, c'est ça que vous dites? Oui, effectivement, à ce jour, très clairement, et dans l'intérêt de tous, c'est pas la peine d'aller expédier des vins si effectivement nous ne sommes pas en capacité de les commercialiser derrière. Donc oui, effectivement, les importateurs américains ont une association, et cette association, il y a quelques jours, a envoyé un message en disant écoutez, vu le contexte, vu les discussions, vu l'incertitude, pour l'instant, on gèle les commandes, et puis on verra dans quelques jours comment les choses vont évoluer. On arrive dans la salle où se trouvent les chais dans un instant. Damien Leclerc, je voudrais qu'on parle aussi de la riposte de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette menace également de taxer côté européen le whisky, le bourbon américain? C'est ça qui a déclenché la colère de Donald Trump, qui donc menace de taxer à 200% nos vins et spiritueux. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette réaction européenne? Est-ce que c'était la bonne selon vous? Que l'Europe réagisse effectivement à cette volonté de monter en puissance sur la taxation, je pense que c'est tout à fait logique et légitime. À partir du moment où la seule façon de faire, c'est le bras de fer, il faut effectivement, malheureusement, répondre à ce bras de fer. Bon, après, c'est vrai quand vous regardez la balance commerciale extérieure de la France, les vins spiritueux, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc que l'Europe n'ait pas en première main intégré cette donnée et potentiellement provoque les États-Unis avec cette riposte sur les bourbons, effectivement, c'est dommageable pour l'ensemble de nos filières. Est-ce que les représentants français ont suffisamment défendu nos filières au niveau européen? Ça, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne suis pas dans ces discussions. Et la première constatation, ce serait plutôt de dire non, puisqu'effectivement... maintenant, effectivement, que cette décision a été prise, maintenant que les conséquences peuvent être dramatiques, effectivement, le gouvernement français s'est fortement mobilisé. Et enfin, hier, nous avons appris, effectivement, que l'Europe allait sans doute revoir sa copie sur ce sujet. Est-ce qu'il ne l'a pas fait un peu trop tard, malgré tout? En fait, c'est toujours compliqué avec ce jeu de la surenchère. C'est-à-dire qu'une fois que la provocation est faite, est-ce que le rétropédalage est possible? C'est mon interrogation. Bien évidemment, je le souhaite. Et en tout cas, je suis plutôt satisfait de voir cette première évolution. Mais j'espère que ce sera suffisant et que ça permettra effectivement de tempérer en tout cas les discussions sur nos produits, compte tenu de l'importance de nos filières. C'est absolument essentiel. Merci Damien Leclerc. Merci beaucoup. Voilà Vincent ce qu'on pouvait dire ici sur ce sujet extrêmement important. Vous avez compris en tout cas qu'ici on le prend très très au sérieux. Donc cette menace de taxe de 100%, on le rappelle encore une fois, sur les vins et spiritueux français, ça pourrait être mis en œuvre dans les prochains mois. En tout cas, c'est un sujet qui est sur la table et qui est pris très au sérieux ici, mais également du côté de l'Union européenne. Merci beaucoup Timothée. Merci à Damien Leclerc et bien sûr un salut particulier aux viticulteurs de Chablis et de Bourgogne. On pense à eux. Merci beaucoup. Le chiffre vous a peut-être échappé et la question peut-être ne vous la posez-vous pas pour l'instant. Peut-être faudra-t-il vous la poser. Aurez-vous un maire aux prochaines élections municipales? Depuis 2020, ils sont 2400 à avoir jeté l'éponge. Le chiffre vous paraît peut-être insignifiant ou dérisoire, mais il n'a jamais été aussi haut. Dans un instant, Camille Pouponneau va nous raconter son histoire. Elle a été triomphalement élue en 2020. Elle a jeté l'éponge en 2024. Voici en attendant l'histoire de Marie-Hélène Aubert, ancienne maire de Jouy-en-Josas. Elle vient de jeter l'éponge. J'ai décidé de démissionner il y a une quinzaine de jours. J'ai fait un burn-out début janvier. Vraiment trop de pression, parce qu'aujourd'hui on demande aux maires d'être compétents sur tous les sujets, techniques, sociaux. C'est ça qui est formidablement passionnant, mais qui en même temps est très exigeant. Que ce soit l'agenda, que ce soit la pression que l'État nous met aussi, il faut le reconnaître. Tout ce qu'il nous demande, beaucoup plus d'administratif, beaucoup plus de normes. On se dit, mais où est la simplification aujourd'hui?
Des réglementations d'urbanisme, de voirie, des arrêtés, des décisions qu'il faut faire pour un oui, pour un non. On a essayé de rester au même nombre d'agents depuis le début de mon mandat, malgré ce surcroît d'activité qu'ont provoqué ces normes et ces réglementations supplémentaires. Mais c'est infernal, vous ne pouvez pas imaginer. Merci beaucoup. Merci Camille Pouponneau d'être avec nous. Ce témoignage, quand je l'ai entendu, j'ai l'impression d'avoir un autre visage, c'était le vôtre, parce que c'est exactement ce que pour beaucoup ce que vous dites dans votre livre. Votre histoire, c'est celle d'une jeune femme élue triomphalement en 2020, maire de la commune de Pibrac, 9000 habitants dans la banlieue de Toulouse. Vous vous investissez à fond et il y a un an, vous avez jeté l'éponge. Vous êtes au bout du rouleau, un peu ruiné physiquement et matériellement, vous avez craqué. D'abord, question, comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, voilà, j'ai retrouvé ma joie et mon enthousiasme, j'ai pu prendre du recul. C'est vrai que l'écriture de ce livre m'a permis de poser un petit peu objectivement les raisons qui m'avaient conduite à prendre cette décision. Et donc j'ai retrouvé voilà, beaucoup de joie et d'engagement, parce que ce livre est une forme d'engagement pour faire connaître la situation des maires de France. Vous, comment en êtes-vous venu à prendre cette décision ? Alors, on va dire, de manière simple, pour répondre à votre question, c'est un sentiment d'impuissance très fort. Ce sentiment d'impuissance, il est très intéressant à regarder, parce qu'il y a une enquête sur la santé mentale des maires qui a comparé les données entre l'état d'esprit des chefs d'entreprise et l'état d'esprit des maires. Parce que les maires et les chefs d'entreprise ont plein de sentiments et de problématiques assez proches, et parce que vous devez gérer des agents ou des salariés, vous devez faire face à des contraintes managériales, des problèmes d'investissement, voilà, et des problèmes de budget. La différence que l'on observe entre les maires et les chefs d'entreprise, c'est le sentiment d'impuissance. Parce que chez les chefs d'entreprise, il est très bas, chez le maire, il est très haut. Pourquoi ? Parce qu'on est soumis à une intercommunalité qui décide beaucoup de compétences maintenant leur sont dévolues. On a un État qui en permanence nous donne des injonctions contradictoires et qui nous coûte de l'argent, et on a des citoyens qui ne savent plus vers qui se tourner parce que on n'a plus personne à qui parler dans les services publics, et qui donc vont voir leur maire parce que lui il le voit, il voit la lumière du bureau allumée, il voit la voiture devant la mairie, et donc il est beaucoup plus disponible pour accueillir leurs paroles. Quel pouvoir reste-t-il aujourd'hui aux maires ? Le pouvoir de fraternité, voilà. Alors je sais, c'est joli, mais c'est joli. Mais enfin, c'est pas très rassurant sur le pouvoir politique. En tout cas, c'est important, parce que c'est une des valeurs de la République, et aujourd'hui, la force du maire, c'est sa capacité à faire vivre ensemble des gens qui n'ont plus envie de vivre ensemble. Après, sur des questions très opérationnelles, le pouvoir est clairement ailleurs. Est-ce que vous avez souffert d'un transfert du pouvoir à une structure que, en tous les cas, on perçoit peu pour le grand public, mais qui a pris de plus en plus, en tous les cas, d'importance? C'est la question qu'on se pose quand on vous lit. Est-ce que vous vous êtes pas fait voler votre pouvoir par ce qu'on appelle les intercommunalités? Alors oui, pour nos spectateurs, l'intercommunalité, c'est un regroupement de communes qui permettent donc de traiter ensemble des compétences. Alors ça a un intérêt... C'est absolument kafkaïen quand on voit, parce qu'il y a une rue qui dépend de la mairie, une autre du département, une autre de l'intercommunalité. Oui. Aujourd'hui, c'est impossible pour le citoyen de comprendre qui fait quoi, ça c'est clair. Mais la difficulté dans l'intercommunalité, c'est surtout la difficulté à peser. Moi, dans mon intercommunalité, à Toulouse Métropole, il y avait 133 élus. Ma commune, elle pesait 2 élus sur 133. Donc vous imaginez bien, je ne vous fais pas un dessin, le poids politique que vous avez dans ce type de structure. Moi, ce que je propose dans mon livre, c'est de faire comme l'ont fait, par exemple, le Grand Reims, etc., qu'on puisse, à partir du moment où on n'est pas d'accord sur une politique publique qui est mise en place dans l'intercommunalité, que ça ne puisse ne pas se faire. C'est exactement le même principe que dans le Conseil européen. Il y a des décisions sur lesquelles, si tous les pays membres ne sont pas d'accord, eh bien, on ne les prend pas. Voilà. Et je pense qu'il faut redonner au sein de l'intercommunalité un pouvoir aux communes. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'avoir intercommunalité. Si on peut justement prendre à la carte les décisions qui sont prises par la structure. Il faut être honnête et équilibré. C'est qu'aujourd'hui, si on a, dans ma réalité, dans ce que je vivais, aujourd'hui, toutes les questions très complexes comme les réseaux d'eau, d'assainissement, etc., c'est quand même plus intéressant de les réfléchir à une échelle plus grande.
haute que la commune. Vous déplorez que le maire, justement, soit obligé de s'occuper de ces questions d'eau, de voirie ou de déjection canine, tout un chapitre sur la question. Mais c'est un peu leur boulot quand même, non ? Alors moi je pense qu'on n'aurait pas besoin de s'occuper de propreté si chacun était propre en fait, tout simplement. Et ça c'est un problème qui est assez ancien, celui de Pouponneau, il me semble. Aujourd'hui les déchets c'est autre chose. Le problème du bien commun c'est que justement tout le monde ne le fait pas. Quel est le rôle du maire sinon de faire vivre le commun? Mais est-ce qu'aujourd'hui le commun réellement c'est de se préoccuper de la propreté? Est-ce qu'on n'a pas des enjeux sur vivre en sécurité, vivre en bonne santé, être bien éduqué, vivre ensemble? Il me semble que c'est quand même plus important aujourd'hui que de savoir si les feuilles ont été ramassées, parce que si chacun faisait le job, vivre en bonne santé ou même vivre bien éduqué, sauf les écoles primaires, ce n'est pas quelque chose qui relève du pouvoir du maire, et même il y a un débat, est-ce que ça doit relever du régalien et de l'État et du politique, mais finalement quand on vous lit, je me dis, mais est-ce que vous n'avez pas trop idéalisé votre fonction ? Je peux m'asseoir sur votre canapé. Vous avez raison, j'y suis arrivée avec ma fougue, mon enthousiasme, je voulais changer le monde et je pense que je me suis un petit peu cassé les dents face à ça. Vous avez tout à fait raison, mais est-ce que dans notre pays c'est pas dommage que des jeunes trentenaires qui ont envie, qui pensent que la politique peut changer le monde se retrouvent face à autant de difficultés pour essayer de faire bouger les lignes? Je trouve quand même que ça en dit long sur notre pays et sa confiance en la jeunesse. Parce qu'on n'a pas trop envie d'être maire en vous lisant finalement. Ah, je suis pas d'accord. Non. Il y a plein de passages où j'explique comment le maire change la vie des gens et comment il permet aussi une rencontre humaine, une aventure humaine. Et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin des maires et c'est pour ça que je défends des communes à taille humaine. Est-ce que l'horreur, dites-vous, c'est de faire les budgets? Pas un rond, pas une thune, pas un copec. Ouais, c'est le début de votre chapitre. Exactement. Une des plus belles punchlines du livre. Aujourd'hui, on le sait, c'est comme à la maison, c'est comme dans l'entreprise, tout a augmenté, les dépenses énergétiques, la masse salariale. Et aujourd'hui, par ailleurs, il y a une étude très intéressante que je me permets de flécher, qui a été réalisée par Mme Gatel quand elle était encore sénatrice, et qui dit que le coût des normes décidées depuis Paris pour les collectivités locales en 4 ans, c'est 2 milliards d'euros. Donc en fait, il faut imaginer que quand moi je faisais mon budget, j'avais tout qui augmentait, toutes les charges, comme tout le monde à la maison, et par ailleurs, j'avais toutes ces nouvelles lois arrivées depuis Paris qui m'ont rajouté... Par exemple, la mise en accessibilité de tous les bâtiments, le décret tertiaire qui oblige à avoir une performance énergétique sur les bâtiments. Alors je dis pas que c'est pas important, c'est très important, sauf qu'en fait, quand vous accumulez tout ce qu'on vous impose, à la fin, il reste plus d'argent pour faire votre projet politique. Et pourquoi c'est un problème? Parce que aujourd'hui, le maire est l'élu en qui les habitants ont le plus confiance. Ils ont confiance en lui parce qu'ils peuvent, ils sont dans une proximité et parce qu'ils peuvent vérifier s'il tient ses promesses. Mais quand vous faites un budget et qu'à la fin, il vous reste plus d'argent pour tenir vos promesses, on va encore raconter que vous faites du blabla. Les citoyens demandent trop ou on ne donne pas assez de pouvoir au maire? C'est un mélange des deux. Je pense que vous avez bien compris que j'aime bien l'équilibre. Bien normande pour une Toulousaine. Non, je pense qu'il y a un vrai écart entre la perception du pouvoir qu'ont les gens et le pouvoir réel du maire. Moi, quand je suis arrivée, vous savez, tous mes premiers rendez-vous à la mairie, sans exception, j'en ai eu une centaine, c'était pour une question de terrain constructible. Et donc, les personnes avaient eu des réponses négatives pour que leur terrain soit constructible des 2 ou 3 maires avant, et ils venaient réessayer avec moi que le terrain soit constructible. Mais c'est pas parce que les précédents ou moi, on voulait pas les rendre constructibles, c'est parce qu'on a des lois qui s'imposent à nous et c'était impossible. Donc, il y a quand même un petit peu l'impression que le maire, il peut décider de ce qu'il veut en se levant le matin, ce qui n'est totalement faux. En ce moment, il y a une réforme du statut de l'élu qui est en discussion. Est-ce que les discussions, en tous les cas, vont dans le bon sens ? Oui, je pense. Alors, c'est compliqué sur ce sujet-là parce que dans notre... Peut-être préciser ce dont il est question. Oui, dans notre pays, les gens ont l'impression que les élus se gavent et que la place est chaude et bonne. Non, j'ai vu votre salaire, ça donne pas envie. Voilà, exactement. Non, mais on peut le redire aux spectateurs, peut-être. Donc, à la mairie, je percevais 1 127 €. Si vous cumulez avec ce que je percevais à Toulouse Métropole, j'étais aux alentours de 2 000 € net imposables. Alors, je gérais 8 millions de budget sans agent. On peut donner les chiffres. Non, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez à 30 ans, vous êtes diplômé de Sciences Po. Oui. Vous avez fait des études supérieures et le salaire que vous touchez en tant que maire qui vous occupe plus qu'à temps plein, finalement, est
même pas un SMIC, est bien inférieur à votre premier salaire. Oui, exactement. Donc pour donner un ordre d'idée. Donc effectivement, on pense à la phrase de Jacques Chirac quand on disait comment on devient millionnaire en politique, c'est en commençant milliardaire, en vous lisant. Exactement. Mais, pour revenir donc justement aux problématiques de pouvoir, de statut de l'élu, donc aujourd'hui il y a en tous les cas une prise de conscience, il semble avoir une prise de conscience de la part de l'État qu'il faut rendre le statut de l'élu plus protégé, plus attractif. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on constate? Tous les chiffres le montrent, hein, sur les élus locaux, majoritairement, ce sont des personnes retraitées. Et qu'est-ce que nous disent à côté les enquêtes d'opinion? Les Français trouvent que les élus ne leur ressemblent pas. Ah ben oui, forcément. Il faut qu'on ait dans les élus locaux des personnes qui viennent de l'entreprise, qui sont employés, qui sont ouvriers, qui sont agriculteurs. Mais ça, aujourd'hui, si vous n'avez pas de filet de sécurité quand vous prenez votre mandat, vous ne pouvez pas prendre ce type de risque. Quand vous avez une famille à charge, des enfants à faire nourrir et que vous ne savez pas ce qui peut se passer dans 6 ans, que vous perdez les élections et que vous renoncez à votre vie professionnelle, c'est compliqué quand même. Ce qui ressemble, puisque le Figaro prépare tout un dossier qui est d'ailleurs à retrouver dans l'édition papier de ce samedi, ce qui ressort, en tout cas des premiers éléments qui ont été recueillis pour établir ce dossier, c'est que à l'heure actuelle, on a moins de problèmes à trouver des têtes de liste que des candidats à l'intérieur des listes municipales. C'est le même problème ? Je sais. Alors non, c'est pas le même problème parce que quand même quand vous êtes maire, vous ne faites. Alors après ça dépend de la taille de la commune, mais vous ne faites que ça. Après c'est plus compliqué pour les membres d'une équipe parce que des fois aussi ça les affiche politiquement. Des fois il y a cette difficulté là aussi, il y a d'être assimilé à un bord politique. La mort sociale par exposition politique. Il y a la difficulté aussi à comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, et je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un point très intéressant que vous soulevez dans votre livre. Vous dites « Les besoins d'égalité disparaissent chez nos concitoyens quand il s'agit d'efficacité ». Ah oui, alors je suis ravie que vous accentuiez sur ce point parce qu'en effet c'est un point important, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans notre quotidien qui mettent du temps, qui sont liées à l'état de droit et à tout ce que voilà, on doit garantir pour que chacun puisse bénéficier d'une égalité, mais en fait il y a un moment donné où ça vient contraindre l'efficacité parce que ça prend énormément de temps. J'explique quand même dans le bouquin comment pour expulser une famille qui pose une problématique dans un logement parce qu'elle ne se comporte pas convenablement, il faut 1 an de procédure. 1 an. Quand vous vivez à côté, que c'est votre enfer au quotidien, c'est difficile à comprendre. Et là, on souhaiterait que ça soit beaucoup plus efficace. Mais s'il y a 1 an de procédure, c'est parce qu'on a le droit à un contradictoire, c'est parce qu'il faut apporter des preuves, autant de choses qui sont fondatrices dans l'état de droit. Vous en voulez à l'État d'ailleurs aussi, hein, vous dites. La question qui se pose, c'est que si tout le monde fait comme vous, on n'aura plus de maire derrière. Comment va votre successeur? Est-ce qu'elle a pris en compte et elle a tiré les leçons de ce qui vous est arrivé? Oui, et je pense que ma prise de parole a permis aussi à la population de se dire « attention, voilà, j'espère qu'ils font preuve de bienveillance avec elle parce qu'ils ont conscience que la situation était complexe. On s'appelle régulièrement, voilà, je pense qu'elle prend des... » Vous n'avez pas découvert que la politique était impitoyable. Non, j'ai pas découvert que la politique était impitoyable, surtout au vu de ma formation initiale que vous avez précisé tout à l'heure. La différence, c'est que quand vous vous engagez localement, vous le faites avec beaucoup plus de sincérité et d'authenticité que quand vous partez sur d'autres mandats où vous savez que ça va être de la guéguerre politicienne. Là, vous le faites très souvent parce que vous aimez les gens, vous aimez votre ville. D'autres continuent à relever le défi. Je pense notamment à Vincent Jeanbrun, qui a failli mourir, et dont la famille a failli mourir dans les émeutes de 2023. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis pas sûre de bien comprendre le sens de votre question. Il y a quand même des gens qui continuent à relever le défi, quand même, aujourd'hui. Oui, heureusement. Moi, ce que j'explique dans le livre, c'était que si je continuais, j'allais finir en maison de repos. J'ai choisi ma santé. Et vous avez pris du repos avec nous, on est bien content, parce que ça fait un livre très intéressant. Une piste pour améliorer, vous avez moins de 10 secondes pour m'en donner une. Eh bien, on simplifie et on fait confiance au maire.
Merci beaucoup Camille Pouponneau. Votre livre est très prenant, très passionnant, et très bouleversant par certains côtés, mais il est très intéressant sur la vie des maires de nos communes. D'ailleurs, un dossier est consacré dans l'édition papier du Figaro de ce samedi. Maire, le grand gâchis de Camille Pouponneau, c'est absolument à lire et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve très vite sur le Figaro TV.